Nouvelle séquence de la convention CPME 31 avec la table ronde de clôture. 2020 aura été un séisme à plusieurs égards, sanitaires bien sûr en premier lieu et économique immédiatement après. Un séisme aussi dans l'organisation du travail, avec les mots de l'année que vous connaissez, télétravail, confinement, reconfinement, déconfinement, etc. Ces mots qui disent aussi toute la complexité du phénomène que nous avons chacun et chacune eu à gérer. Alors arrive un moment, et sans doute c'est le moment aujourd'hui, de prendre le temps de partager et puis de réfléchir aussi à ce que cela nous a fait en tant qu'individu, en tant qu'entreprise, en tant que manager aussi. Et donc nous allons passer 60 minutes ensemble autour des questions des nouvelles formes de travail et de management, autour des effets du télétravail sur l'entreprise et puis sur les individus, sur l'égalité entre les femmes et les hommes et également, bien sûr, et sur les moyens de parvenir à cette égalité professionnelle et à booster également l'entrepreneuriat des femmes. 60 minutes avec un intervenant et deux intervenantes. Mathilde Iclanzan qui est avec moi dans le studio d'ABAC à Toulouse. Bonjour Mathilde. Bonjour Emmanuel. Cédric Bruguière et Goretti Ferreira qui sont à distance. Bonjour. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, alors je vous présente par ordre alphabétique. Cédric Bruguière, vous êtes consultant en développement RH et transformation, après avoir exercé en tant que manager en ressources humaines dans différentes grandes entreprises, Carrefour, SNCF notamment. Vous êtes depuis 3 ans consultant. Et vous êtes aussi conférencier. Avec Marlène Schiappa, vous avez coécrit en 2015 2 ouvrages. J'arrête de m'épuiser, 21 jours pour prévenir le burn-out. Et puis Plafond de mer, M-E-R-E. Et si l'on veut bien comprendre votre analyse, je conseille aussi la lecture de l'article que vous avez écrit il y a quelques semaines pour la Fondation Jean Jaurès, article intitulé « Le management est-il mort? L'avenir des RH à l'ère du télétravail ». Un mot, Cédric, pour compléter ? Non, c'est une parfaite présentation de mes activités. Merci beaucoup. Goretti Ferreira, donc fondatrice et dirigeante de l'Agence pour l'entrepreneuriat féminin, femme de conviction et de terrain, engagée à la fois dans l'égalité professionnelle et pour la réussite des femmes dans l'économie et les postes à responsabilité. Tu as fondé l'Agence pour l'entrepreneuriat féminin en 2014 avec précisément l'ambition d'accompagner les femmes en poste pour gagner en confiance, en assurance et puis en leadership, et puis aussi l'ambition d'accompagner les femmes dans leur projet de création ou dans le développement de leur entreprise. Et tu as notamment créé Boostel, un programme d'accompagnement en faveur de la carrière des femmes. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, c'est parfait, Emmanuel. Merci beaucoup. Mathilde Iclanzan, directrice générale adjointe de WeSeed, plateforme de crowdfunding, financement participatif, qui permet d'investir dans des projets innovants, l'environnement et la transition énergétique, l'immobilier et la santé notamment, et des projets innovants, porteurs de sens et créateurs de valeur. Déjà, plus de 500 projets financés, 250 millions d'euros levés. L'entreprise qui a été créée par Thierry Mercol compte maintenant 35 personnes avec une quasi-parité femmes-hommes. Exactement. Entreprise créée par Thierry Mercol et Nicolas Serres et on est aujourd'hui 35 collaborateurs sur Toulouse et Paris. Exactement. Merci Mathilde. Alors, 2020 aura sans doute été une année de bascule. L'organisation du travail a été profondément bouleversée, pas seulement au printemps, ça continue. Qu'est-ce que le télétravail finalement a fait et continue de faire aux managers, aussi aux chefs d'entreprise, aux créateurs et créatrices d'entreprise et puis aux salariés que vous avez tous à manager. Cédric, peut-être, pour commencer, quel changement dans le management entre le monde d'avant Covid et le monde du travail en confinement ou en quasi-confinement ou en semi-confinement? Oui, il est clair que ça a été un bouleversement indéniable de notre rapport au travail. D'abord, si on veut remettre quelques éléments contextuels que tout le monde connaît, c'est une crise sans précédent. Vous m'entendez toujours? On t'entend, oui. Donc cette crise sans précédent, d'abord, c'est une crise différente des autres. C'est une crise humaine. Il y a un problème de retour son.
Ah, alors on va résoudre ce point. Cela dit, nous, on t'entend parfaitement. Mais si c'est C'est vrai que inconfortable, nous, on a un retour. c'est un problème. Est-ce que c'est bon maintenant? Vas-y, c'est vrai. Cédric, Oui, est-ce alors, que... comme je vous dis, c'est une crise sans précédent parce que la différence des autres crises que nous avions connues qui étaient uniquement économiques et dues à des comportements irréguliers sur les marchés financiers, là, c'est une crise qui impacte l'homme. Ça impacte sa santé et de facto, du fait que ce soit une crise humaine et qui ait poussé l'activité humaine à se mettre quasiment à l'arrêt, ça a engendré derrière une répercussion qui est sur l'économie. Euh, donc il y a eu ces premières phases de confinement. La première phase de confinement, il y a eu énormément de réflexions. Elles ont été plutôt d'ordre philosophique. C'était des questions où on se posait quel monde pour après, quand tout va redémarrer. Ça a posé énormément de questions de sens. Est-ce qu'il faut mettre plus d'écologie, plus de solidarité, vers quoi on veut aller à court, moyen, long terme. Le deuxième confinement pose exactement les mêmes questions, mais avec une autre temporalité. C'est qu'est-ce qui va se passer demain en fait. C'est une question de survie. Est-ce que mon activité va perdurer ou pas? Est-ce que je vais devoir licencier des personnes ou pas? Est-ce que je vais devoir fermer mon entreprise ou pas? Est-ce que je vais avoir de nouvelles opportunités quand on va devoir relancer la croissance? Avec des débats qui étaient toujours sur la question du pourquoi et du sens, mais cette fois-ci, c'était pourquoi cette activité est essentielle et pourquoi celle-ci ne l'est pas. Pourquoi plutôt maintenant sur la phase de déconfinement ouvrir les lieux de culte plutôt que les lieux de culture. Voilà, on sent qu'il y a quand même des questions de sens qui se posent, mais c'est plus orienté sur des questions de survie. Après, sur la question même du travail, la population française, la population active, a été divisée en 3 grandes catégories. Toutes les personnes qui étaient en première ligne, dont majoritairement des femmes, que ce soit dans les métiers du care, dans les métiers du commerce par exemple. Et là, ça a mis en exergue des soucis, des questions de pénibilité et de moyens octroyés pour pouvoir réaliser ces activités. Il y a une deuxième catégorie qui a vraiment émergé, c'est la partie télétravail. Et là, il y a eu plusieurs comportements. Donc, il y a des entreprises qui étaient déjà acculturées au télétravail ou au digital et ont eu à faire quelques petits ajustements pour passer à une configuration complète en télétravail. Il y a eu d'autres entreprises où ça a été la découverte, le saut dans la piscine. Et donc là, ça a été une accélération du digital. Mais ça a aussi soulevé énormément de questions en termes d'inégalité, que ce soit d'inégalité en télétravail. On a plus de moyens web quand on est à Paris ou dans des grandes agglomérations que quand on est dans un petit village au fond du Gers. Les conditions de logement sont devenues des conditions de travail, avec tout ce que cela impose. Hein. C'est sûr qu'en bord d'Atlantique, eh ben, c'est plus agréable de travailler dans une maison avec jardin, avec vue sur la mer, quand on est un couple de cadres supérieurs seniors, alors que c'est plus compliqué quand on est dans un petit appartement dans une banlieue d'une grande ville et qu'on doit faire des visioconférences à 2 dans un petit studio. Ensuite, il y a une troisième catégorie, c'est toutes les personnes qui ont été mises en chômage partiel. Et donc là, c'est la question de l'isolement qui est remontée, la rupture du lien avec la société, avec les collègues, avec la famille. Et puis, voilà, comment on s'occupe pendant ces journées, quelle est la plus-value que je peux apporter, le sentiment éventuellement d'inutilité que je peux ressentir pendant que d'autres sont en première ligne en train de travailler. Et donc, du coup, ça a apporté aussi une autre question, c'est la pénétration de l'intime dans la sphère professionnelle. Avant, il y avait une légère porosité qui était faite avec l'évolution des technologies où, au travail, on pourrait continuer à communiquer par différents moyens, les réseaux sociaux et autres, avec sa sphère personnelle. Là, c'est carrément l'intime, la famille qui est venue perturber le travail, les questions de santé, les questions des aidants familiaux et même la question de la mort, donc qui est venue percuter l'entreprise. Et donc, comment moi, manager, chef d'entreprise, je peux gérer au cas par cas les différentes problématiques individuelles que vont rencontrer chacun de mes salariés, parce que chacun va vivre un confinement différent. Et enfin, le troisième plan, c'est évidemment la dégradation de la situation économique, qui, malgré les conditions mises en place par l'État, qui sont uniques au monde, reste quand même, elle soulève quand même de grosses inquiétudes. Et donc, c'est comment on arrive à maintenir un cap ou des perspectives dans ce contexte économique. On va rentrer dans le détail sur un certain nombre des points que
tu as évoqué. Mathilde Iclanzan, pour toi, le baptême du feu a été assez sévère, puisque finalement, le Covid est arrivé 6 mois après ton arrivée à la Chez direction de WeSeed, WeSeed. tout à fait, exactement. Pour moi, ça a été mon premier poste en fait en tant que dans un poste de direction, pas premier poste de manager, mais dans un poste de direction. Et en effet, ça a été un sacré baptême du feu. Alors, j'ai la chance d'être dans une entreprise dans laquelle la digitalisation était profondément ancrée dans l'ADN. Donc, dans tous les cas, les salariés étaient prêts, en tout cas technologiquement parlant, on était tous prêts à se mettre en télétravail. Pour autant, est arrivée une période d'incertitude. Et c'était surtout cette incertitude-là qu'il a fallu gérer en tant que manager, puisque c'est un peu le sujet là. En tant que dirigeant, il a fallu répondre à cette angoisse, il a fallu gérer cette période d'incertitude et de doute. Il a fallu faire preuve de responsabilité, et ça a été un peu du jour au lendemain. Alors, le sens de la responsabilité, c'est quelque chose que l'on a quand on est dirigeant et quand on est manager, mais certainement là, encore plus renforcé par cette période de confinement dans lesquels on n'avait pas les salariés à nos côtés. On ne savait pas exactement dans quelles conditions chacun vivait et on devait malgré tout apporter des réponses. Donc on devait donner du cap, donner de la perspective, on devait soutenir ceux que l'on sentait seuls, un petit peu isolés et certainement un petit peu perdus dans ce nouveau mode de fonctionnement. Et à la fois apporter de la solidité, apparaître comme un bon capitaine et continuer à donner de la perspective et à rassurer l'ensemble des salariés. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, on continue. On a ce deuxième confinement, ça a été un peu moins violent, en tout cas que le premier. On était certainement mieux préparés. Le premier, on l'a vécu comme une période de sidération. On a quand même eu 15 jours dans lesquels on ne savait absolument pas ni combien de temps ça allait durer, ni comment ça allait fonctionner et comment est-ce qu'on allait sortir de tout ça. Aujourd'hui, on a été certainement mieux préparés, donc on l'a regardé un petit peu différemment. Pour autant, c'est une nouvelle page qui s'écrit à chaque fois, c'est des nouveaux modes de fonctionnement, on se réadapte. Et je crois que c'est un peu la force, justement, en tant que manager et en tant que dirigeant, de en permanence trouver les solutions, trouver les réponses, répondre aux angoisses. Tout le monde n'a pas la même... nos salariés, les gens que l'on manage, n'ont pas le même niveau d'anxiété vis-à-vis de la maladie. Tout à l'heure, Cédric, tu disais, on a été confronté à la maladie, des fois à la mort, mais au-delà de ça, on n'a pas tous la même peur vis-à-vis de ce virus. Et ça, c'est aussi difficile à percevoir, d'abord le comprendre, et ensuite y apporter la bonne réponse en face. Il ne faut pas imposer sa propre vision aussi. Exactement, et ça, c'est très compliqué, parce qu'on a tous une relation à la maladie qui est complètement différente, et on a tendance à vouloir la transposer, et c'est quelque chose sur lequel on doit être très vigilant et être à l'écoute. Moi, je sais qu'au mois de mai, quand la première période de confinement s'est arrêtée, j'ai eu des salariés qui ont eu du mal à revenir, parce que pour eux, revenir, ça voulait dire se remettre en danger. Ça ne voulait pas dire que l'entreprise les mettait en danger. Je pense qu'il ne fallait pas mal interpréter, mais il y avait une crainte, certainement, de revenir et de se dire tout ça, pour que finalement je retombe malade. Voilà. Donc, il a fallu convaincre, rétablir des liens, remettre la confiance aussi avec certains, parce que tout le monde n'a pas géré de la même manière ce confinement en termes de motivation et d'implication. Et quand il a fallu revenir au bureau entre les deux confinements, forcément, il a fallu rétablir ce lien de confiance et ces modes de fonctionnement qu'on avait un petit peu perdus en étant loin des yeux, loin du cœur, comme on dit, et comme j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo. Voilà. Goretti Ferreira, il a fallu transformer pour l'agence pour l'entrepreneuriat, transformer ces modes d'accompagnement au cours de cette année. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Qu'il a fallu transformer, comme d'ailleurs tous les entrepreneurs ont dû transformer. Je pense que effectivement, dans ce contexte, l'esprit entrepreneurial, a été mis en exergue plus que jamais. Voilà, c'est l'esprit entrepreneurial, c'est effectivement savoir se remettre en question, savoir s'adapter, être agile, reconsidérer. Et là, ça a été vrai sur toute la ligne, que ce soit au niveau du management, comme vient de le dire Cédric et Mathilde, mais que ce soit au niveau également de la structuration des entreprises, des business models. Donc oui, ça a fait l'objet pour l'agence au niveau des accompagnements, du cœur des accompagnements depuis le mois de mars. Tout à fait.
Alors, on a beaucoup, évidemment accéléré la digitalisation à la fois de l'économie et puis aussi la digitalisation de l'entreprise, la digitalisation aussi des outils de travail. Est-ce que pour autant on peut dire que le management s'est amélioré? Et est-ce que finalement il suffit d'avoir des outils, numériques pour que finalement le management se transforme? J'ai ma petite idée sur la question, mais finalement est-ce qu'on ne transporte pas sa propre organisation sur le numérique? C'est-à-dire que, on peut très bien, continuer et on sait que c'est difficile pour le travail des femmes notamment, à organiser des réunions, après 17 heures. On peut continuer aussi à faire du présentéisme, improductif. C'est tout à fait possible dans des conditions, différentes de travail. Mathilde? Tout à fait. Moi, du premier confinement, ce que je retiens le plus, c'était justement cette réunionnite aiguë de 8 heures du matin à 19 heures, comme si on avait absolument besoin d'être en permanence en lien, en contact. On a essayé de recréer, je pense, toutes ces rencontres que l'on a au quotidien dans l'entreprise. Et alors, ça a été très bien, je pense, dans un premier temps et quelques semaines. Et puis, à un moment, on s'est aussi aperçu en tant que manager, en tant que dirigeant, qu'on avait aussi besoin de moments de calme. Et qu'en effet, sinon, ils étaient reportés le week-end ou le soir. Et c'était pas propice non plus au travail. Donc, en effet, oui, on a essayé de reproduire un petit peu ce qu'on vivait au bureau. Et ça a peut-être été une source d'erreur, je pense. Il a fallu que... Et ce deuxième confinement, on le vit différemment. On prend plus de recul. Voilà. Moi, j'ai trouvé que... Est-ce que le télétravail convient à toutes les entreprises et à toutes les organisations managériales, à tous les salariés, à tous les boss aussi? Oui, en effet, non, en effet, ça convient pas à tout le monde. Moi, je l'ai notamment remarqué sur certains salariés dans lesquels j'ai senti très rapidement de la démotivation et du manque d'implication. Il a fallu reprendre le dialogue, il a fallu redonner des objectifs, redonner du sens. On s'est obligé, je crois, avec l'autre dirigeant, avec Nicolas, à justement faire des points réguliers. On a fait plus de codir, on a plus communiqué aussi peut-être par newsletter. On a mis en place des newsletters internes pour garder le fil. Donc voilà, on s'est réinventé. Je crois que c'est ce que tu disais, Goretti. On a cherché des moyens, malgré tout, de réinventer des nouveaux modes de management et à s'adapter. Cédric Bruguière, est-ce que le télétravail convient à tout le monde? J'insiste sur le télétravail parce que finalement, c'est quand même extrêmement prégnant et on sait que au début, au printemps, on pensait que c'était temporaire. Là, on voit bien qu'on y est toujours, plus ou moins, et on sait que 2021 s'annonce sous les auspices encore d'une organisation un petit peu chaotique. Donc, quel conseil finalement on peut donner aux dirigeants et dirigeantes d'entreprise pour s'adapter au mieux et adapter au mieux leur fonctionnement? En fait, le sujet du télétravail passionne autant parce qu'il nous rend schizophréniques quelque part. Parce qu'il y a énormément de personnes qui étaient très favorables étaient en attente aussi de pouvoir passer sur du télétravail parce que ça permet de meilleures articulations de vie pro, vie perso. Éventuellement, on peut se reconnaître dedans parce qu'on gagne en autonomie et pour des personnes qui sont bien organisées, arrivent à se coordonner. Et puis, effectivement, comme l'évoquait Mathilde, il y a des personnes qui ne se projettent pas dans le télétravail. Donc aujourd'hui, effectivement, on n'a pas le choix parce que les conditions sanitaires nous y obligent, mais ça va être une réflexion qui doit se mener et doit être menée par les entreprises dans les semaines et les mois à venir pour se poser les bonnes questions. Parce que on voit le télétravail complet pose énormément de questions. Il y a quelques années, IBM l'avait fait par exemple et a rétropédalé il y a quelques mois pour repasser sur une articulation plus fluide. Il y a certaines organisations qui vont être très favorables parce que c'est dans l'ADN, c'est dans la culture. Notamment les métiers du digital ou les métiers itinérants qui avaient déjà cette culture du travail distanciel déjà bien présente. Donc ça peut être amené à perdurer. Et ensuite, ça va être à chaque entreprise, en fonction de ses modes d'organisation, qui va pouvoir se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour favoriser le télétravail, l'incorporer comme une modalité de travail dans l'entreprise, en plus du travail présentiel, et puis comment on peut l'accompagner. Et il faut prendre en compte aussi que la notion de volontariat, qui doit être vraiment très importante, il faut que la personne qui souhaite partir en télétravail y soit volontaire, y trouve un intérêt personnel, et que ça soit aussi à l'inverse, on puisse rétropédaler et revenir à du télétravail total, parce qu'on s'est aperçu que cette forme-là ne convient pas, ou que par rapport à des enjeux business du moment, il vaut mieux que je sois avec mes collègues dans le même bureau,
plutôt que d'être à la maison. Donc c'est trouver le bon équilibre et imaginer aussi comment on peut articuler le télétravail. Et je crois que c'est l'AMNEF dernièrement qui a signé un accord qui est, je trouve, assez incroyable. C'est plutôt de te dire c'est 2 jours par semaine pour tout le monde. On fait le calcul, on dit que c'est 90 jours sur l'année. Et ensuite, en discussion avec le manager et les équipes, on va choisir en fonction de l'année quel jour je vais être en télétravail, quelle période je vais être en télétravail. Par exemple, peut-être plus en télétravail la période estivale parce que l'activité est plus calme. Et puis quand ça va être le rush des fêtes de fin d'année, par exemple, où il y a beaucoup de travail sur la clôture des comptes, et là, je vais être en présence 100%. Donc, je trouvais ça assez intelligent. Et comme quoi, quand il y a du dialogue au sein de l'entreprise et qu'on évoque les sujets et qu'on essaie d'imaginer des solutions qui correspondent à tout le monde, on peut, bon an, mal an, trouver le bon équilibre entre le présentiel, le distanciel, et que chacun puisse s'y retrouver. On a évoqué au tout début la question des frontières de l'intime et la question évidemment se pose de savoir s'il y a encore une frontière entre la vie privée et la vie professionnelle. On sait qu'aussi ça peut être pour certaines personnes, Mathilde l'a dit, générateur de souffrance au travail, peut-être en particulier chez les femmes. Est-ce que, et là je poserai la question peut-être en particulier à Mathilde et à Goretti, est-ce que vous avez constaté de la souffrance de la part des femmes en particulier? Oui, moi Oui, vas-y, je t'en prie. Non, mais Goretti Ferrara. Alors moi, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, la souffrance, elle n'est pas propre aux femmes, elle n'est pas propre aux hommes, elle n'est pas propre non plus à un statut qui soit salarié, manager, dirigeant ou créateur d'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, ou même le télétravail, les méthodes de travail, je pense qu'aujourd'hui, cette souffrance, elle est vraiment, c'est la résultante de la crise. C'est-à-dire que pour moi, les frontières de vie, elles ne sont pas respectées et elles ne peuvent pas être respectées, comme l'ont parfaitement dit Cédric et Mathilde tout à l'heure, par rapport à cette résultante. La résultante de cette crise, elle est principalement mentale, elle est principalement morale. Elle est aujourd'hui de gérer une crise, justement, donc que ce soit faire face à ses peurs, faire face à ses doutes, faire face à ses angoisses et par conséquent, on le sait, cette gestion émotionnelle, toute cette gestion de crise, et bien finalement, elle est présente au quotidien. Elle n'a absolument pas de frontières. Donc concrètement, aujourd'hui, en cette période de crise, moi je le vois par rapport au retour terrain depuis 9 mois, tant au travers de l'agence, mais également en tant que membre de la délégation française du G20 des entrepreneurs. Très concrètement, l'impact, il est extrêmement puissant moralement et finalement, il est absolument pas lié à un statut ou à des méthodes de travail. Voilà, donc concrètement, non, j'ai envie de dire pour moi et avec les retours, ces frontières vie privée, vie professionnelle ne sont pas respectées aujourd'hui face notamment à cette gestion de crise et à la gestion des émotions. Oui, moi, je compléterai en disant, au-delà, en effet, comme tu le disais très bien, de l'aspect sanitaire, gestion de la maladie, et là où je vous rejoins, c'est il n'y a plus de frontières entre la sphère privée, intime et le travail. Et donc, elle est plutôt rattachée à l'individu en tant qu'homme, femme, peu importe. Je crois que chacun gère sa solitude chez soi. C'est quelque chose qui est au-delà de l'aspect social. Est-ce qu'on a un grand appartement, une vue sur la mer ou pas, un grand jardin? Chacun gère en fonction de sa solitude. Pour certains, se retrouver avec 3, 4, 5 enfants à la maison, c'est juste un enfer. Faut quand même, au-delà du fait que est-ce qu'ils sont à l'école, pas à l'école, donc la charge mentale que l'on se rajoute aussi en tant que femme, mais les hommes se la rajoutent tout autant. En tout cas, certains hommes, très clairement. Donc, en effet, il n'y a pas de frontière. Je suis assez d'accord. On ne peut pas dire dans telle catégorie de travail ou dans telle catégorie d'individus, etc. C'est vraiment chacun face au fait d'être chez soi, enfermé dans un univers dans lequel on est peut-être heureux ou sur une période de notre vie pas heureux. Et donc, c'est difficile, en fait, de trouver une ligne directrice, en fait, sur ce sujet-là. C'est vraiment des cas par cas et c'est vraiment en tant que manager, en tant que dirigeant, c'est quand même le rôle que l'on a que de détecter un petit peu les situations individuelles et de trouver la meilleure réponse face à ça. On n'a pas encore effectivement les chiffres des divorces. Oui. Par contre, on a les chiffres révélés par une étude de l'INED qui révélait des inégalités profondes dans la sphère privée entre les femmes et les hommes. Et sans citer Virginia Woolf et
une chambre à soi. Cette étude montrait que justement les femmes n'avaient pas de pièce de travail et sans doute encore moins souvent que les hommes. Est-ce que c'est la responsabilité aujourd'hui des dirigeants et dirigeantes d'entreprise que d'organiser les conditions de travail à l'intérieur du foyer? Oui et non. Comme je le disais tout à l'heure, les conditions de logement sont devenues les conditions de travail. Et puis, il y a eu la crise aussi qui a fait surgir ces problématiques-là, parce que du jour au lendemain, on ne pouvait pas organiser cela. Hein. Moi, j'ai le souvenir d'une discussion avec un DRH d'un grand groupe qui m'expliquait que son assistante, pour participer aux réunions sur un outil de conférence, était obligée de s'isoler dans ses toilettes pour pouvoir faire ses réunions. Donc ça, c'était sur le premier confinement. Ensuite, quand on va venir sur quelque chose de beaucoup plus organisé, de plus nominal, on va dire, ça va être une responsabilité de l'entreprise aussi d'assurer les bonnes conditions de travail. Ça va être de fixer les règles. Il faut autant de mètres carrés qui soient dédiés au travail dans la maison. Il faut peut-être réfléchir aussi comment l'entreprise peut accompagner le salarié sur les frais qu'il a en termes d'Internet, de chauffage, de connexion électrique pour maintenir son activité. Peut-être participer aussi à l'investissement sur du mobilier de bureau pour garantir des conditions de travail qui soient optimales pour travailler et que des personnes ne se retrouvent pas dans quelques mètres carrés à travailler sur un bout de sofa. Et puis, c'est aussi réfléchir aux autres modalités de travail à distance. C'est comment on peut éventuellement proposer à nos salariés de travailler dans des centres de coworking. Par exemple, si je travaille au nord de Toulouse et que j'habite au sud de Toulouse, il y a peut-être à côté de chez moi un espace de coworking où je peux aller travailler. Et c'est peut-être aussi développer des partenariats avec d'autres entreprises à des lieux, à des oppositions géographiques. Et se dire, voilà, j'ai des mètres carrés qui sont libérés par des salariés en télétravail. Je peux les consacrer à d'autres entreprises qui viennent. Je mets à disposition un local, une connexion Internet et la sécurité qui va bien. Et ça leur permet de travailler à côté de chez eux. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être inventées, plein de solutions qui sont à mettre en place. Et comme disait Goretti tout à l'heure, l'entrepreneuriat, c'est la science de trouver des solutions à des problèmes. Et donc, j'ai toute confiance aux chefs d'entreprise pour imaginer des nouvelles solutions qui permettent cette meilleure conciliation et de permettre justement de concilier le travail à distanciel dans des bonnes conditions. Ça veut dire manager et inventer un management différent, Mathilde Clanzan? Sûrement, oui, oui. Je ne partage pas forcément l'idée que ce soit à l'entreprise de trouver des solutions individuelles et de prendre en charge en fait les coûts. Alors là, c'est plutôt mon côté CPME qui parle. Mais voilà, je ne pense pas que ce télétravail doive générer un surcoût. Aujourd'hui, on va essayer en effet de gérer au cas par cas et au mieux pour que chacun y trouve son compte. Maintenant, de là à dire on va prendre une partie des loyers, une partie des charges, ça me semble compliqué quand même aujourd'hui, surtout dans le contexte actuel. J'espère en tout cas que ce ne sera pas imposé parce que je crois qu'on est suffisamment dans l'incertitude financière, en tout cas pour l'ensemble des sociétés, pour aujourd'hui se rajouter ce type de charge-là. Pour autant, en effet, il y a quand même des solutions à trouver. Je suis entièrement d'accord et on doit faire preuve d'imagination, certainement par le coworking, certainement en facilitant l'accès à Internet, etc. Mais voilà, on ne doit pas pour autant rajouter des charges aux entreprises. Voilà, c'était quand même l'aparté. Voilà. Goretti Ferreira, dans cette période encore d'incertitude, effectivement, quels sont les leviers finalement, à la fois pour les salariés ou les créateurs et créatrices d'entreprises ou pour les managers? Est-ce que finalement, on a beaucoup parlé de formation? Est-ce que ça reste un moment important? Oui, bien sûr. La formation reste toujours un moment important. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie de dire. Après, il peut y avoir différents angles de regard par rapport à ces formations. Mais déjà, ne serait-ce que par rapport aux dispositifs mis en place par l'État. Il faut savoir que actuellement encore, l'État prend en charge 100% des formations dans certaines conditions et notamment dans le chômage partiel. Donc oui, la formation reste un levier important aujourd'hui, mais aussi par rapport à ce qu'elles étaient en train de dire Mathilde et Cédric, par rapport aux nouvelles méthodes de management.
Donc, face à ces nouvelles méthodes de management, eh bien, je pense qu'on va rentrer, voilà, par rapport au télétravail, hein, je le précise, on va rentrer dans des aptitudes, dans des comportements qui peuvent nécessiter en effet la prise en charge de formation. Maintenant, on peut aussi regarder l'angle, on en parlait tout à l'heure, de l'égalité professionnelle. C'est pareil, je pense que aujourd'hui, plus que jamais, face à cette crise, et voilà, et pour réinventer des nouveaux process, il faut prendre en considération tout le monde, et ça peut être l'occasion aussi d'accompagner eh bien, la montée des femmes au poste à responsabilité. Donc, il y a plusieurs angles de regard face à cette formation. Mais oui, bien sûr, la formation, pour répondre à la question, Emmanuel, reste très importante et aujourd'hui, elle est extrêmement favorisée. Au-delà de la formation, je pense en effet que ce sont des nouveaux soft skills qui vont forcément être demandés aux salariés demain dans les modes de recrutement et certainement aux jeunes que l'on va former dans l'autonomie, dans la capacité d'organisation. Alors certainement que ce sont des qualités qui sont aujourd'hui très féminines. Certains hommes, évidemment, la majorité des hommes, non, pardon, les possèdent, hein, évidemment, mais cette capacité, voilà, de s'organiser, d'organiser le travail tout seul, d'être en autonomie, ce sont quand même des qualités qui sont très fortes et ce sont des qualités qui seront demandées demain, évidemment, et des critères de recrutement qui seront très forts. Est-ce que l'accompagnement, Goretti-Ferreira, est-ce que l'accompagnement des femmes dans l'accession à des postes de responsabilité, le travail sur le leadership, est-ce que ce sont des points qui passent un peu à la trappe aujourd'hui en période de crise ? Non, pas du tout. En tout cas, pas avec l'agence. D'ailleurs, on est très fiers aujourd'hui. On a plusieurs entreprises qui continuent ces accompagnements, notamment par rapport aux plans d'égalité qui ont été lancés. Donc oui, je rejoins Mathilde. Aujourd'hui, le plus important, c'est effectivement d'accompagner sur le développement de compétences, nouvelles aptitudes, nouveaux comportements. Donc tout ça, c'est vraiment des compétences transverses. Et aujourd'hui, alors bien évidemment, j'ai pas le retour de l'ensemble des entreprises, mais certains groupes restent fidèles malgré la crise à cet accompagnement. Il en faut encore plus, il n'y en a pas assez, et notamment justement sur les grands groupes. Après, au niveau des PME, c'est un peu différent, mais il faut absolument accompagner sur ces compétences transverses et accompagner les femmes sur ces compétences transverses, parce que on le sait qu'aujourd'hui, ça a été dit, je ne sais plus si c'est Cédric qui l'a dit, mais en effet, encore aujourd'hui, les freins sociétaux font que elles sont confrontées eh bien, à des ralentissements sur l'accès de ces postes à responsabilité. Donc, c'est important. C'est un impératif aujourd'hui pour les chefs d'entreprise. C'est un impératif. Que de s'assurer qu'il y ait une égalité professionnelle, pas de discrimination, pas une articulation des temps idéalement, et puis évidemment pas de violence non plus sexiste ou sexuelle, ce qui peut aussi arriver. Je pose la même question à Cédric Bruguière. Est-ce que ces sujets peuvent être considérés comme moins prioritaires cette année, alors même qu'ils commencent à monter un peu en puissance avant le Covid ? Cédric est-il toujours avec nous ? Oui, je vous disais, oui, il y a un risque effectivement qu'on désinvestisse un peu ce champ dans le contexte de crise, parce que la peur va intervenir. Et généralement, quand on a peur, on va se rassurer en recrutant ou en promouvant des personnes qui nous ressemblent. Donc, comme majoritairement les postes à haute responsabilité sont occupés par des hommes, eh ben, je vais me tourner facilement vers un homme de ma génération ou qui a un parcours égal au mien, qui a fait les mêmes études que moi et qui a la même façon de penser que moi. Donc, c'est très rassurant d'avoir cet échange-là parce qu'ils pensent comme moi. Mais en fin de compte, ça présente un risque en termes de richesse et d'aide à la prise de décision, parce qu'on ne va pas croiser les regards. Et puis, il y a une dimension légale aussi qui va être très présente aussi pour maintenir cet élément sur l'égalité professionnelle. C'est que, d'abord, c'est un impératif constitutionnel qui est devenu maintenant un impératif légal. Hein. Il y a de nombreuses lois depuis 40 ans qui sont mises en place, que ce soit sur les obligations d'égalité salariale, mais aussi de non-discrimination des femmes dans l'avancée de leur carrière. Il y a même des lois qui sont soumises très récemment sur la transparence des écarts de salaire en France, qui sont inspirées de l'Islande
et qui prévoit le fameux index d'égalité professionnelle que toutes les entreprises ont dû calculer il y a quelques mois, et qui prend de nombreux critères comme l'égalité salariale, la prise en compte de la maternité dans les stratégies de carrière, le nombre de femmes à la tête des entreprises. C'est aussi un impératif légal, mais c'est un impératif de responsabilité sociale aussi, parce que c'est un critère de performance. Je vous le disais, il y a plusieurs études, McKinsey, Deloitte, dernièrement, qui ont fait des études qui montrent que plus une équipe de direction est mixte, plus elle est performante. Donc derrière, il y a réellement des enjeux de performance. Après, je rassure tous nos amis chefs d'entreprise, ça ne veut pas dire remplacer tous les hommes par des femmes, mais c'est s'assurer que chacun puisse progresser dans l'entreprise et accéder à des responsabilités sans être discriminé et pouvoir participer à la construction du projet commun avec sa propre touche, sa propre vision, son expérience. Et c'est comme ça que ça enrichit les choses. Et en plus, j'observe aussi que c'est un enjeu de communication, hein. Il est de plus en plus dur d'attirer des nouveaux talents, surtout au niveau des jeunes générations. D'ailleurs, je vous renvoie à la note que vous avez citée sur la Fondation Georges Jaurès. Hein, c'est que c'est pas parce que pour les jeunes diplômés qu'il y a une crise qu'ils vont se jeter sur le premier job qui va se présenter. Au contraire, c'est une génération qui est très sensible à la quête de sens. Les questions d'égalité filles, garçons sont très importantes pour eux, et donc ils vont juger leurs futurs employeurs à l'aune des engagements qu'ils vont mener. Et puis enfin, c'est un enjeu d'image aussi pour les entreprises, en interne et en externe. C'est que permettre l'émergence de femmes sur des postes à haute responsabilité, des femmes de caractère, elles peuvent incarner des rôles modèles. Donc ça, c'est très inspirant pour les autres femmes et même pour les hommes, hein, parce qu'il y a des femmes incroyables qui font des choses incroyables. Et c'est aussi des formidables ambassadrices à l'extérieur en termes de communication. Et donc ça forcément, ça va rejaillir sur l'entreprise, se dire, voilà, c'est la première femme PDG dans ce secteur d'activité. Je peux penser à Madame Valérie Jiménez, qui est toulousaine et qui est à la tête d'une PME spécialisée dans le transport. C'est incroyable. Donc ça, forcément, ça rejaillit, ça fait de la publicité et c'est tout de suite plus attractif. On se dit, oui, moi, j'ai envie de bosser pour cette boîte parce que la part pour les femmes va être faite et ça peut générer des nouvelles vocations. Donc il faut encourager ces démarches-là. C'est pas parce qu'il y a crise qu'il faut désinvestir ces champs, ou bien au contraire, c'est un enjeu de richesse par rapport à ce que nous allons affronter dans les mois à venir. C'est un enjeu aussi pour WICID. C'est un enjeu, mais juste pour rebondir, moi je partage évidemment 100% de ce que tu dis. Maintenant, juste pour rebondir sur l'aspect télétravail et nouvelles formes d'organisation, moi j'aimerais quand même que dans quelques années, on fasse le bilan sur le nombre de salariés qui auront choisi, au-delà de la crise sanitaire, qui auront choisi d'utiliser ce mode de travail via le télétravail. Et j'aimerais que dans 4-5 ans, quand on aura un petit peu plus de recul, si l'on constate que les femmes ont privilégié le télétravail, on se pose les bonnes questions. Parce que je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui, le télétravail, en tout cas tel qu'on nous le présente, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, soit forcément l'alpha et l'oméga de l'organisation du travail. Je pense qu'il va falloir quand même qu'on soit vigilant en tant que dirigeant à ce qu'on ne constate pas que dans nos open space, on ait 80% des femmes qui sont en télétravail parce que tout d'un coup, elles auraient décrété que c'est la nouvelle solution pour travailler, et 80% des hommes au bureau considérant que leur rôle est de venir au bureau. Donc en fait, je pense qu'il faudra quand même qu'on regarde les choses avec beaucoup d'objectivité, parce que je voudrais quand même insister, et je ne suis pas visionnaire et je ne sais pas comment les choses vont évoluer, mais je ne voudrais pas que les femmes deviennent demain les invisibles des entreprises, même si c'est 2 jours ou 3 jours par semaine. Mais je crois que ça pourrait être préjudiciable si on s'aperçoit que dans 3, 4, 5 ans, les femmes ont privilégié ce mode de travail et donc on ne les voit plus. Parce qu'on aura vendu l'idée que voilà, c'est une bonne solution, un bon compromis, etc. Mais je ne suis pas sûre que 80% des hommes choisissent ça. Donc j'espère que dans quelques années, on aura un bilan et qu'on sera surtout objectif sur les résultats et sur les raisons qui auront poussé à cette transformation des modes de travail. Voilà. Parce que là, ça serait totalement d'accord. Un gros retour en arrière. Et pour le coup, ce serait un vrai retour en arrière. Parce que c'est ce que je disais, exactement. Loin des yeux, loin du cœur, si elles ne sont plus dans les organes de décision, de discussion, même à la machine à café, elles n'existeront plus. Et il faut faire très attention à ça, je pense. Vraiment. Et tout à l'heure, nous parlions de formation par rapport à cette question que tu soulèves, Mathilde. C'est que généralement, quand on bascule sur le télétravail et qu'on ne l'a jamais pratiqué, le réflexe de l'entreprise, c'est comment j'accompagne mes managers pour animer un collectif en distanciel. Et souvent, on oublie qu'il existe aussi des formations pour les collaborateurs qui souhaitent basculer en télétravail, qui sont très bien faites. En une journée,
on pose c'est quoi le cadre juridique du télétravail, on fait justement le distinguo entre la vie perso et la vie professionnelle, que le télétravail, c'est pas du temps de garde d'enfants sur du temps de travail, que c'est pas le moment de faire ses tâches ménagères. Donc c'est comment on structure sa journée aussi pour bien s'organiser, prendre en compte ces enjeux pour que derrière on puisse se projeter de manière efficace dans l'entreprise. Donc c'est aussi une réflexion dans l'accompagnement de cette nouvelle modalité de travail. C'est comment aussi on accompagne les personnes pour qu'elles en prennent pleinement. Tout à fait, pleinement tout à fait, mais une entreprise, ça reste de la communication formelle et de la communication informelle. Et c'est dans la communication informelle que passent les principaux messages et que l'on comprend les enjeux de l'entreprise, que l'on est capable donc d'évoluer, de proposer, de gérer sa carrière. Personnellement, on ne me fera pas croire qu'en télétravail, on perçoit exactement les mêmes choses. Donc je ne voudrais pas que dans quelques années, on s'aperçoive, voilà, encore une fois, que les femmes sont devenues les invisibles parce qu'elles y auront trouvé un intérêt à travailler à domicile. Voilà. Goretti? Ah mais alors, je suis complètement d'accord, c'est ce que je disais entre deux. Je rejoins parfaitement le discours de Mathilde. Je pense qu'aujourd'hui, c'est suffisamment compliqué quelque part d'accompagner ces femmes au poste à responsabilité, c'est-à-dire de les mettre en lumière, de leur donner la parole pour ne pas les remettre dans le silence. Donc je partage à 100% son point de vue. Aujourd'hui, je pense que le télétravail a une réelle limite dans la place des femmes au sein des entreprises. Et en effet, c'est pour moi, quelque part, les mettre en retrait. Alors, bien évidemment, dans une certaine mesure, encore une fois, si le télétravail reste très ponctuel, pourquoi pas, mais sur du long terme, et comme on est en train de le vivre aujourd'hui, j'espère qu'il va y avoir une fin rapide. L'Agence pour l'entrepreneuriat des femmes, par nature, accompagne les femmes créatrices d'entreprises. Qu'est-ce que la crise aujourd'hui fait à la création d'entreprises et en particulier par des femmes? Alors, la crise, elle a fait mal à tout l'écosystème entrepreneurial, Emmanuel, je pense. Donc, effectivement, elle a également fait mal aux créations d'entreprises. Je crois qu'aujourd'hui, de manière très légitime, les créateurs ou les créatrices d'entreprises, quand ils voient les difficultés auxquelles sont confrontés les dirigeants d'entreprises, ils s'interrogent et il y a forcément de quoi s'interroger. Maintenant, je pense que la nuance, elle se joue dans la réflexion. Pour moi, l'heure n'empêche pas la réflexion des projets, la structuration des projets, mais pour sûr, quelque part, ça va peut-être retarder l'immatriculation, l'introduction des entreprises sur le marché, mais pas la réflexion. Donc, je pense que, comme toute crise, j'écoutais tout à l'heure les podcasts en attendant et j'ai entendu une citation qu'a faite Sophie Bora de Churchill, et je suis d'accord, toute crise, il faut aller jusqu'au bout et il faut quelque part en tirer profit jusqu'au bout. Et pour moi, cette période, elle est clairement propice à l'entrepreneuriat innovant, au lancement d'idées plus grandes, de meilleurs concepts. Et je suis convaincue que il y a de grandes choses qui ressortiront finalement du ralentissement quelque part des introductions d'entreprises par rapport à cette crise. Ce ralentissement est objectivé, qui est vraiment constaté? Sur les créations d'entreprises? Oui. Alors, très honnêtement, moi, je vais parler au sein de l'agence. Oui, les immatriculations d'entreprises, les introductions d'entreprises sur le marché sont retardées, volontairement. Maintenant, est-ce qu'au niveau du national, je vais être tout à fait transparente, je n'ai pas les chiffres, je serais curieuse de le savoir. Je pense que c'est aussi peut-être un peu trop tôt, peut-être qu'on les aura plus sur 2021, mais à mon avis, il y aura un ralentissement, il y aura un impact. Est-ce que l'État devrait aujourd'hui accompagner ou encourager l'entrepreneuriat, et en l'occurrence l'entrepreneuriat des femmes, ou c'est pas du tout le moment? Je pense que l'État fait beaucoup de choses aujourd'hui. On a eu un engagement très très fort de l'État. Pour moi, la priorité, elle est à la survie des entreprises en fait. Donc, investir de l'argent pour encourager la création d'entreprises, oui, bien sûr, en temps normal, c'est une évidence. Mais aujourd'hui, je pense que l'enjeu, il est vraiment de permettre à toutes
nos entreprises, toutes les TPE, PME, de survivre. Donc, pour moi, la mobilisation de l'État, elle se situe là. Voilà. Maintenant, en temps normal, je me répète, je dis oui, favoriser les créations d'entreprises et notamment l'entrepreneuriat féminin, c'est une évidence à travers le financement ou à travers de nouvelles mesures qui auraient fortement besoin. Mais pour le moment, je crois que l'enjeu, il n'est pas là. Des enjeux plutôt de moyen court terme. Mathilde. Oui, pour autant, là où je rejoins Goretti et je partage, je pense que cette crise, en effet, va faire naître beaucoup de créativité, beaucoup d'innovation. Moi, je suis persuadée que les femmes vont prendre leur place comme elles l'ont toujours pris dans l'histoire, que ce soit pendant les guerres, après les guerres. Les femmes ont souvent reconstruit les pays, quel que soit d'ailleurs en France ou ailleurs. Donc moi, je crois qu'elles sont porteuses d'espoir et elles sont toujours courageuses. Donc au contraire, je pense qu'elles sauront prendre leur place. Il faut leur laisser un petit peu de temps. Il y a eu beaucoup de déclics, je crois aussi, pendant cette période de confinement. Je pense que petit à petit, les choses mûrissent. L'idée qu'on va avoir beaucoup d'innovations à mettre en œuvre. Il y a eu forcément au niveau de l'écologie, au niveau de la transition énergétique, au niveau de la santé, on va avoir arrivé énormément de projets. Moi, j'ai la chance d'être dans un métier dans lequel je vois arriver des projets toutes les semaines de nouvelles start-up. Alors évidemment, je regrette tout le temps le fait que la majorité des start-up, la majorité des entreprises qui se créent, ce sont souvent des hommes. Mais pour autant, il y a des projets magnifiques qui sont portés par des femmes et il faudra qu'on les encourage. Je suis d'accord, la priorité aujourd'hui, c'est certainement de sauver l'existant, de sauver les maximums d'emplois, de faire en sorte que le moins de personnes possible s'éloignent de l'emploi au quotidien, qu'il y ait le moins de détresse sociale et économique. Mais pour autant, il faudra redémarrer la machine très rapidement. Et c'est maintenant qu'il faut préparer ce terrain-là. Et je crois que tous les acteurs du financement, on doit préparer ces lendemains. C'est aujourd'hui que ça se prépare. Voilà. Donc les fonds là ont été un petit peu. Est-ce que je peux apporter un petit élément? Moi, je voulais rebondir également. Je suis tout à fait d'accord sur la question du time to market pour les créations d'entreprises, que ça forcément, c'est pas vraiment le moment. En revanche, comme on en parlait, c'est comment on anticipe les choses. Et là, c'est des programmes, par exemple, comme Inimixer ou tous les programmes qui ont été présentés dans les capsules qui ont précédé cette table ronde. C'est comment on accompagne et forme les futurs créateurs d'entreprises pour que, dès que le déclic va devoir se faire, on puisse envoyer directement la machine. Ça me fait penser à une citation que j'aime bien de Jack Welch, qui est le PDG emblématique de General Electric de la fin du siècle dernier, qui disait « Avant de devenir leader, le succès est uniquement lié à votre développement personnel. Et lorsque vous devenez des leaders, le succès est lié au développement des autres. » Et là, on est clairement dans la première phase, c'est qu'on a potentiellement des leaders qui vont se placer sur le marché pour créer des nouvelles entreprises. Et donc, c'est comment on les forme bien à pouvoir entamer directement une nouvelle activité économique dès que les voyants seront ouverts, pour que ça puisse relancer la machine, régénérer des nouveaux emplois et faire circuler l'économie. Cette crise, d'une certaine manière, aura aussi eu la vertu de nous faire poser la question, est-ce que j'occupe un emploi essentiel? Est-ce que mon emploi n'est pas essentiel? Est-ce que aussi je porte un projet de création d'entreprise essentiel ou pas? Ou est-ce que mon entreprise trouve une vraie raison d'être dans un monde vraiment en transformation? C'est aussi ça qui est en train de se produire. Cédric, oui, tout à fait. Il y a énormément de réflexions. D'ailleurs, moi, actuellement, là, je suis super content parce que j'ai eu à soutenir devant un comité de direction d'une PME bretonne de 200 personnes qui s'appelle la SARC et qui s'engage pleinement dans la loi Pacte pour répondre justement à ces questions de sens, ces questions de plus d'écologie, plus de social aussi en termes de création d'emplois ou comment créer d'emplois ou inclure dans l'emploi, en s'appuyant sur la loi Pacte et j'espère d'ici un an, avec mon accompagnement, arriver à mettre en place cette notion de raison d'être et d'obtenir la qualité d'entreprise à mission. Donc si c'est pour reclarifier, il y a un cadre juridique en plus qui permet de le faire aujourd'hui depuis 2019 avec la loi Pacte, qui imposait déjà à toutes les entreprises d'intégrer dans l'affectio societatis de l'entreprise la notion d'écologie et sociale. Elle rajoute un article de loi qui permet de se pencher sur la raison d'être, qui permet de se réfléchir justement
dans l'action, quels vont être les éléments qui vont être structurants en termes d'écologie, en termes de développement social, et le tout allié à la performance économique, et qui se décline ensuite derrière dans l'entreprise à mission, qui permet de faire une déclinaison de la mission, des engagements dans des objectifs, de poser une gouvernance en travaillant avec les parties prenantes, que ce soit les salariés, les syndicats, avec les partenaires qui sont des clients, les banques, et ainsi de suite, pour vraiment construire avec une notion d'écosystème et une notion collective quelque chose qui apporte du sens et qui en plus soit prolifique à la fois pour l'environnement, pour l'économie et pour le bassin d'emploi. Une entreprise à mission, c'est important de ton point de vue, Mathilde ? Oui, c'est primordial. Je crois qu'en effet, aujourd'hui, on en est à... Finalement, profitons de ces temps d'arrêt, ces temps un peu ralentis, pour nous poser les vraies questions. Je crois que non seulement les salariés sont en demande, mais la société tout entière est en train de se poser les mêmes questions. Et c'est justement le moment, on disait tout à l'heure sur la création d'entreprises, pour moi, c'est justement le bon moment pour se former, pour réfléchir, pour structurer une entreprise. Ça ne se crée pas du jour au lendemain. Oui, des fois, il y a des bonnes idées sur un coup de tête. Pour autant, c'est maintenant que ça se réfléchit. Et donc, moi, j'encourage surtout les gens qui auraient cette graine au fond d'eux à finalement l'arroser un petit peu tous les jours et à mener cette réflexion pour que le temps venu, quand on aura dépassé toutes ces périodes d'incertitude, il n'y ait plus qu'à appuyer sur le bouton. Et dans ces cas-là, les entreprises type WeSeed seront là pour les accompagner, pour financer tout ça, pour partir. Ce sera le moment du time to market, ce sera le moment d'époque, ce sera le moment de tout. On sera prêt. Et je crois qu'il y a tout un écosystème. Je crois que l'État encourage beaucoup aussi les entreprises, les créations d'entreprises. Et c'est le moment ou jamais maintenant de faire fleurir tout ça petit à petit et d'y réfléchir. Dans ton article... Alors, si je peux me permettre de rebondir, Emmanuel, là-dessus. Bien sûr. C'est possible, merci par rapport à ce que vient de dire Mathilde. Alors, c'est vrai que l'État encourage beaucoup la création d'entreprises. Maintenant, je pense qu'il manque quand même une étape. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, il y a encore un vide dans la création d'entreprises. Et ce vide, en termes d'aide, en termes d'accompagnement, il se situe de l'idée à la structuration. C'est-à-dire que tous les financements, on va les trouver, que ce soit capital invest, prêt d'honneur, prêt bancaire ou autre, on va les trouver une fois que le projet est structuré, une fois que le business plan il est complètement bouclé. La problématique, elle est aussi un peu en avant, c'est-à-dire que tout ce qui se passe en avant relève de l'autofinancement pour la majorité des porteurs de projets. Et là, je pense qu'en effet, il y a des nouvelles choses qui pourraient se faire et qui seraient très favorables le moment venu. C'est de pouvoir en effet accompagner cette structuration, ces business plans, avant même de pouvoir parler des autres financements qui aujourd'hui sont assez nombreux. Et à ce sujet, je vais faire un petit clin d'œil parce que je sais qu'au niveau de la CPME, par l'intermédiaire de Sophie Bora, qui œuvre au national, vous avez cet exemple de proposition au niveau de la CPME et en effet, avec le recul que je peux avoir sur le terrain, très sincèrement, je soutiens vos engagements sur ce point-là. Aujourd'hui, il y a quand même ce vide au niveau de la création d'entreprises qui est très, très, très conséquente et qui retient beaucoup de lancements de projets, beaucoup de bonnes idées. Cédric Bruguière, dans l'article dont on a déjà parlé, tu dis une phrase que je voudrais répéter. La loi de la jungle devrait être remplacée par la loi de l'entraide. Alors bien évidemment, moi personnellement, j'ai très envie d'y croire. Mais tous les gens qui ont porté ce type de discours, et notamment au moment du premier confinement, ont beaucoup été qualifiés d'utopistes, ce que je trouve aussi très très bien, parce que sans utopie, il n'y a pas réellement d'avancée. Mais enfin, cela dit, qu'est-ce que ça veut dire précisément loi de la jungle versus loi de l'entraide? Comment on peut développer des entreprises aussi sur ce principe? Oui, tout à fait. Alors, quand on parle de la jungle, évidemment, le premier élément qui nous vient à l'esprit, c'est la loi du plus fort qui règne. Donc, ça veut dire, quelque part, c'est le gorille qui se bombe le torse, qui se tape la poitrine, qui va imposer sa loi, et tout le monde va s'embarquer derrière cette personne pour aller à la conquête. Ces profils sont vraiment très intéressants dans des situations de conquête de nouveaux marchés, dans une situation normale. Donc c'est important d'avoir un meneur, un leader qui puisse avoir la volonté d'entraîner les équipes, qui fédèrent autour de lui, qui se projette et qui projette ces éléments-là sur les autres, et tout le monde suit derrière et s'embarque
dans le projet. Aujourd'hui, on est dans un contexte un peu différent où il faut se souvenir de la deuxième dose de la jungle, qui est la solution de l'entraide. Quand on observe la nature, elle nous apprend énormément de choses. On va dans la forêt primaire, on s'aperçoit que les arbres et les plantes qui sont autour développent des systèmes d'entraide, que même dans le monde animal, au niveau et même si on prend les prédateurs, les loups créent des clans pour pouvoir attaquer des prises plus grosses. Donc il y a cette notion aussi de comment on se fédère ensemble sur une chaîne de valeur pour pouvoir s'entraider. Parce que dans un modèle où tout dépend du plus fort, on prend l'exemple toulousain, quand Airbus tousse, c'est toute l'Occitanie qui a la fièvre. Et puis il y a d'autres solutions. Quand on collabore les uns avec les autres sur une longue chaîne, on s'aperçoit qu'on crée des interconnexions et puis on est plus fort. Une chaîne, elle a la résistance que du maillon le plus faible. Donc il suffit que quelque part un maillon s'effondre et c'est toute la chaîne de valeur qui s'effondre. Donc il faut raisonner à cela. Il y a énormément de choses qui existent au niveau légal pour pouvoir favoriser ça. Les groupements d'intérêt d'entreprise qui permettent de mutualiser des moyens et se répartir la masse salariale en fonction des projets qui sont portés par ce groupement et les entreprises qui la composent. Ça peut être tout simplement des développements de partenariats. C'est comment je collabore pour apporter plus de valeur ajoutée à mes clients en incorporant d'autres associés ou d'autres structures qui viennent compléter mon offre. Donc voilà, il y a tous ces raisonnements-là aussi à un niveau local, comment je peux mettre plus de circulaires, plus de collaboration pour qu'on puisse justement affronter cette crise. Et pour moi, on s'en sortira que si tout le monde se mobilise et s'associe. On peut pas se dire, sinon c'est Amazon qui va tout écraser, c'est les GAFA qui vont tout prendre. Et puis au niveau local, voilà, toutes les belles entreprises qui font des choses superbes et qui juste à côté de chez nous vont disparaître parce qu'on aura laissé la raison du plus fort. Donc c'est comment du coup chacun à un niveau local puisse collaborer les uns avec les autres pour générer justement un cercle vertueux économique. Est-ce que, Mathilde Iclanzan, il y a un changement de typologie des entreprises, en l'occurrence candidates à un financement WICID ? Alors, à défaut de changement du type d'entreprise, parce que WICID est quand même très tourné vers tout ce qui est environnement, santé, biotech, medtech, en tout cas toutes les sociétés à impact et porteurs de sens. En tout cas, pour revenir un petit peu sur l'entraide, même si évidemment derrière il y a aussi une question de rentabilité financière et de profitabilité, bien évidemment, mais je crois surtout que ce sont les investisseurs aujourd'hui qui sont beaucoup plus enclins à tourner leur épargne justement et leurs investissements vers les projets qui sont porteurs de sens. Et nous, on constate un regain d'intérêt très fort qui a toujours été là dans la communauté des WICIDers, mais qui est d'autant plus forte aujourd'hui sur des projets justement qui sont à impact. Voilà, donc moi je suis plutôt dans l'espoir vis-à-vis, je te rejoins quand tu parles d'entraide, et alors évidemment je prêche pour ma paroisse, mais le crowd est une solution d'entraide, évidemment avec des contreparties, parce que on est quand même dans de la jungle, on est tous d'accord, et que c'est même pas de la jungle, mais on est juste dans le monde réel. Mais je crois beaucoup à la force du crowdfunding justement pour porter des projets, pour accompagner des créateurs d'entreprises justement par une réorientation de l'épargne aujourd'hui des investisseurs qui souhaitent justement donner du sens à tout ça. Peut-être juste en un mot, Mathilde, comment fonctionne WICID dans le financement de ces entreprises ? En un mot, c'est pas facile, mais... En un mot, les porteurs de projets viennent nous présenter leurs projets. Nous, on les sélectionne. D'abord, on vérifie en les mettant donc sur la plateforme pendant quelques semaines pour vérifier que la communauté des investisseurs y trouve un intérêt et souhaite soutenir cette entreprise-là. Une fois que cette étape est passée, on a un comité d'engagement. Donc, on analyse les dossiers. Ils partent ensuite en collecte sur la plateforme et ils sont financés à hauteur de leurs besoins en fait, de trésorerie identifiés à travers leur BP, à travers les différents projets qu'ils mènent, les différents projets de développement. On est plutôt dans des phases d'amorçage. On va porter des projets entre 300 000 et 1 million d'euros, mais on va être les premiers investisseurs, en tout cas, alors après les BA, après la Love Money, après certains Family Office, mais voilà, on va se positionner sur de l'amorçage et du développement pour accompagner justement tous ces beaux projets que l'on sélectionne qui sont porteurs de sens, parce qu'aujourd'hui, nous, on y croit et c'est comme ça qu'on a l'intention de se développer. Enfin, ça a toujours été l'ADN de WICID, mais encore plus aujourd'hui, je crois, vraiment.
Goretti Ferreira, peut-être un mot qui va être aussi le mot de la conclusion. Quelle perspective, selon toi, pour 2021? Alors selon moi, le plus dur reste à venir, hein, sans vouloir être pessimiste. Voilà, je pense que ça va arriver d'ici 5-6 mois, voilà, fin du premier trimestre 2021. Pour la simple et bonne raison que malgré les aides, malgré les subventions, malgré les PGE, eh bien, les entrepreneurs puisent toujours un peu plus chaque mois dans leur trésorerie, pardon, et c'est l'effet boule de neige. Donc, d'où l'importance de mettre en place un plan de relance extrêmement ambitieux qui soit en vraie corrélation avec les besoins des entrepreneurs et c'est tous ensemble qu'il faut agir. Donc ça reprend ces notions de solidarité dont vous venez de parler. Tous ensemble, hommes, femmes, entrepreneurs, pouvoirs publics, syndicats. Voilà, pour moi le mot d'ordre c'est tous ensemble pour les mois à venir. Cédric Bruguière, même question en forme de conclusion. Cédric va ouvrir son micro, certainement. Cédric, on ne t'entend pas. Oui, donc, excusez-moi. Sans vouloir jouer Nostradamus, viendra le moment où effectivement il va falloir le virus s'endiguera et il faudra reconstruire le pays. Et pour cela, il faudra l'implication, les efforts de tous. Donc sur le côté égalité homme-femme, nous ne pourrons pas nous passer de 52% de la population qui aura 52% des idées et qui sera en capacité aussi de porter des initiatives incroyables. Il faut donc dès aujourd'hui, moi pour ma conclusion, c'est mettre en place les conditions favorables à cela, afin que le moment venu où il faudra se lancer dans la pleine reconstruction, chacun puisse se projeter et imaginer des choses et se mettre à créer, innover et développer des nouveaux marchés. Et au risque de paraître trop optimiste, je pense que c'est tout à fait possible, hein, parce que l'humain, tout au long de notre histoire, a su surmonter d'énormes crises et sans doute plus mortelles que celles que nous traversons, et est capable de rebondir, et surtout si le destin nous y contraint. Et aujourd'hui, on va être obligé, si on veut continuer à se projeter vers des avenirs plus radieux, de se mettre tous ensemble à construire ensemble. Donc je rejoins Goretti sur le tous ensemble. Mathilde, je partage évidemment. Non, évidemment, l'histoire l'a montré. Encore une fois, la nature a horreur du vide et on saura reconstruire. On est plein de ressources, les femmes comme les hommes d'ailleurs. Et puis de toute façon, on n'a pas le choix et il faudra le faire pour nos enfants, il faudra le faire pour notre pays et voilà. Donc non, moi je suis pleine d'optimisme et pleine de confiance en l'avenir. On a tout ce qu'il faut pour y arriver. Et tous ensemble, oui, je suis d'accord. Merci beaucoup Mathilde Iclanzan, Goretti Ferreira et Cédric Bruguière. Un grand merci à vous. C'est la fin de la convention CPME 31 2020. Vous savez que vous pouvez retrouver la saison 2 de Mixer, qui est le programme d'action destiné à promouvoir et puis à accompagner la mixité, l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise et aussi à accélérer l'entrepreneuriat des femmes. Donc toutes les infos, vous pouvez les retrouver sur le site de CPME 31. Merci à Samuel Sett, son président, ainsi qu'évidemment à toute l'équipe et à toutes les personnalités qui sont intervenues tout au long de cette journée. Merci à Sophie Bora, à Mathilde Iclanzan et à Catherine Epstein. Et puis la CPME 31 remercie également ses partenaires qui sont Veolia, Orange, Engie, Pôle emploi et BNP Paribas. Alors je vous souhaite une très bonne soirée et donc ensemble. Merci beaucoup. Très bonne soirée.